Les gens qui ne gagnent pas aux élections. C'est cela que la France veut que le peuple accepte. Non. Non, 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 non. Politique barbare, une politique mauvaise. Non. Avec le Congo d'abord et les premiers résultats officiels de la présidentielle. Denis Sassou Nguesso est en tête. Le chef de l'État sortant obtient plus de 67% des voix. Vous êtes notre envoyé spécial à Brazzaville, Sophie Roussy, bonsoir. Alors ces chiffres officiels, Sophie, ne tiennent pas compte encore, il faut le dire, des fiefs, de certains fiefs de l'opposition, notamment celui de Pointe-Noire. Oui, exactement. Comme vous l'avez dit, dans l'après-midi, la commission électorale a donné les premières tendances. Des tendances favorables à Denis Sassou Nguesso, donc crédité de plus de 67%. Mais ce ne sont que des résultats partiels. Reste encore une quarantaine de districts. La ville de Pointe-Noire n'a pas encore été comptabilisée et on connaît son importance. Pourtant, les partisans de Denis Sassou Nguesso n'ont pas attendu les résultats définitifs pour fêter une victoire qu'ils jugent inéluctable. Le chef de la communication du président sortant a annoncé que selon toutes les probabilités, la victoire se ferait des premiers tours. Reste maintenant la réaction de l'opposition. On sait que dès le début, nombre de candidats d'opposition ont remis en cause la crédibilité de la CENI et créé leur propre commission technique pour collecter les résultats. Ce matin encore, André Salissa Nkombi nous donnait des chiffres bien différents, beaucoup plus favorables à l'opposition dans les grandes villes. Et Claudine Mounari, la seule femme candidate, émettait des doutes sérieux quant à une possible victoire dès le premier tour. Les Congolais veulent du changement, nous a-t-elle dit. En l'absence de communication, les téléphones et Internet sont toujours coupés. Impossible de connaître les réactions des Congolais à cette annonce à travers le pays. Mais Brazzaville, elle, est tendue. Sophie Roussy, notre envoyée spéciale à Brazzaville. Merci Sophie. Voilà. Donc vous avez entendu, monsieur le président Emmanuel Macron. Hein? Vous avez vu, Sassou, le bien-aimé de la France, il n'a pas gagné aux élections. Il est toujours là. Il est toujours là. C'est pas normal. Est-ce que la France a toujours eu à avoir les mêmes présidents en France? Non. Non. Ça change. Mais pourquoi au Congo, ça devrait toujours être les mêmes? Vous savez, monsieur le président Emmanuel Macron, le peuple congolais sont traumatisés. Le peuple congolais sont fatigués. Le peuple africain sont fatigués de toute la dictature dont la France amène en Afrique chez nous. Nous sommes fatigués, il y en a marre. Il y en a marre.
le pays le plus endetté de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEMAC. La dette de la République du Congo, qu'on estimait autour de 70%, s'élève en réalité à 120% de son PIB. L'État congolais a en effet pendant des années dissimulé une partie importante de sa dette au travers de contrats pétroliers opaques. Qu'est-ce que cela signifie finalement pour son économie et pour la politique également du pays, mais aussi pour la sous-région au sens large? Nous posons la question ce matin à l'analyste financier Maïs Moussi dans le grand angle. Qu'est-ce qui peut pousser, monsieur Moussi, bonjour d'abord, qu'est-ce qui peut pousser un pays à cacher une partie de sa dette comme le Congo a en effet été accusé de le faire par le FMI? Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui a poussé les autorités congolaises à dissimuler une partie de leur dette. Ce qu'on sait, c'est que la découverte de cette dette dissimulée intervient dans un contexte où l'économie congolaise est durement frappée par la baisse des prix du pétrole qui affecte de façon structurelle ses recettes. On sait aussi que la dette dissimulée du Congo est en réalité liée à l'activité pétrolière, puisque les prêteurs du Congo, dont on découvre aujourd'hui qu'ils ont une dette qui est une dette dissimulée, en fait, que les Congolais leur doivent, sont principalement des acteurs du secteur pétrolier. Premièrement, des spécialistes du négoce, donc des grands traders, généralement suisses et hollandais, et des Chinois. Donc, le Congo, en réalité, a profité du moment où les prix étaient très élevés pour prendre des gages sur son pétrole et en réalité avoir des ressources supplémentaires, peut-être pour financer son développement ou d'autres activités. On se rend simplement compte que dans le contexte où nous découvrons la dette cachée du Congo, ça va fortement impacter les relations avec le FMI dans la phase de négociation qu'on observe actuellement. Est-ce que cette situation a un impact sur les négociations? Le fait d'avoir dissimulé une partie de sa dette va nécessairement entraîner des conséquences. D'abord auprès des bailleurs de fonds comme le FMI qui ne vont pas prêter, si jamais ils prêtent, avec la même ampleur que s'il n'y avait pas eu une dette cachée. Ensuite, ça va agir sur la confiance des créanciers vis-à-vis du Congo, puisque aujourd'hui, on ne sait pas si on a vers la totalité de la dette cachée du Congo. La troisième chose qui est tout aussi importante que les économistes regardent, c'est ce que l'on appelle les critères de convergence du franc CFA qui sont applicables dans la zone CEMAC. Dans la zone CEMAC, les pays ont obligation de contenir leur dette en dessous de 70% du PIB. Or, lorsqu'on intègre la dette cachée du Congo, on se rend compte que la dette en pourcentage du PIB du Congo a atteint 120%. Donc on se rapproche du double des critères de convergence fixés par le franc CFA. Donc ça va nécessairement gêner les autres pays qui utilisent le franc CFA dans la zone CEMAC. Donc ça va prêter à conséquence. Je ne pense pas personnellement que le FMI va rompre les négociations parce que nous sommes dans un cycle où on veut assainir les économies de tous les pays de la CEMAC. Cela dit, le lien de confiance entre les autorités congolaises, le gouvernement congolais et les bailleurs de fonds va nécessairement être rompu. Maïs Moussi, il y a quelques mois, le Mozambique s'était retrouvé à la barre à son tour concernant sa dette. Donc vous voyez, monsieur le président Emmanuel Macron, la dette du Congo, il y en a marre. C'est comme les dettes des autres pays d'Afrique. Il y en a marre. On va écouter ce que l'ancien président assassiné par le jeu de la France-Afrique. Hein? Vous connaissez son nom? Celui qui était assassiné par le jeu de la France-Afrique. Thomas Sankara. Tony, you're the only teammate left to play, so let's hope you're the right person for this one. Come and play tenable. Tony, welcome to the game. May I say, you bear an uncanny resemblance to Mr. Harrison. Voilà. Donc c'était le 29 juillet 1987. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron. Vous devez écouter ce qu'il est en train de dire. Le président qui avait un vrai charisme. Thomas Sankara, assassiné par le jeu de la France-Afrique.
On attend parce qu'il y a la publicité. Voilà. The last 10 decades that included a change of British monarch. I'll just clarify this for you, Tony. The last 10 decades during which the ruling British monarch changed. Attendez. June 2017. Au sujet de l'Alléluia, suivant Will only accept that decade. le président Sankara. C'est pourquoi je voudrais proposer, Monsieur le Président, que nous établissions un barème de sanctions pour les chefs d'État qui ne répondent pas présents à l'appel, faisant en sorte que, par un ensemble de points de bonne conduite, ceux qui viennent régulièrement, comme nous, par exemple, puissent être soutenus dans certains de leurs efforts. Exemple, les projets que nous soumettons à la BAD, la Banque africaine de développement, doivent être affectés d'un coefficient d'africanité. Les moins africains seraient pénalisés. Et comme cela, tout le monde viendra aux réunions ici. Le président du CNR et du FASO aborde maintenant le problème de la dette des pays africains. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le paillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des bondages financiers alléchants, des dossiers. Nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Voilà. Soyons-en sûrs également. Donc vous avez entendu, Monsieur le Président Emmanuel Macron, l'argent que vous allez donner à Sassou, 135 millions d'euros, pour que le dictateur puisse payer des armes, encore, pour tuer les Congolais. Oui, mais vous savez, on est fatigué, on est fatigué, on est fatigué. Le Thier vous dit on est fatigué. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron,
Fini le cinéma de la France. Nous sommes fatigués. Il faut que la France nous laisse tranquilles. On a besoin de vivre en paix. C'est de cela que je voulais vous dire. Et vous demande, Monsieur le Président Emmanuel Macron, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Et demandez au FMI qu'il réfléchisse bien. Parce que votre cinéma, de nous amener dans la destruction massive, nous n'en voulons pas. Et nous n'en voulons plus. Le Congo doit être un Congo libre, un Congo souverain. Le peuple congolais doit être libéré des enchaînements de l'esclavagisme de la France-Afrique de merde, de l'enchaînement de l'Élysée qui a tellement massacré le peuple congolais. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République française. Merci et au revoir.